Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le vendredi 8 mai 2026 et notre cher ami, l'ambassadeur Chas Freeman, est avec nous aujourd'hui. Ravi de vous revoir, monsieur l'ambassadeur. Ravi d'être avec vous, Nima. Je vais commencer par ce qui s'est passé hier soir. On a vu que les deux camps, les États-Unis et l'Iran, se tiraient dessus. Voici le communiqué officiel du ministère iranien des Affaires étrangères. Il dit « Nous condamnons fermement l'action agressive de l'armée américaine contre deux pétroliers appartenant à la République islamique d'Iran près de Bandar Jask et du détroit d'Ormuz, ainsi que les attaques menées contre plusieurs points des zones côtières surplombant le détroit d'Ormuz, survenues tard dans la nuit de jeudi. Ces attaques ont reçu une réponse puissante, une gifle sévère de la part des forces armées de la République islamique d'Iran, et l'agresseur n'a pas réussi à atteindre ses objectifs illégitimes. Et l'autre point, c'est que le ministre iranien des Affaires étrangères vient tout juste de publier un message disant que chaque fois qu'une solution diplomatique est sur la table, les États-Unis choisissent une aventure militaire irresponsable. Est-ce une manœuvre de pression grossière ou bien le résultat d'un fauteur de troubles qui, une fois de plus, trompe les décideurs et les entraîne dans un nouveau bourbier? Quelle qu'en soit la cause, le résultat est le même. Les Iraniens ne cèdent jamais à la pression. Quand on regarde ce qui se passe, monsieur l'ambassadeur, c'est incroyable. On parle d'un cessez-le-feu, mais il n'y a pas de cessez-le-feu. Ils continuent de s'attaquer. Nous avions le projet Freedom avant que cette folie ne commence. Quelle est, selon vous, la réalité de ce qui se passe? Eh bien, je pense que ce que nous avons là, c'est ce que j'appelle un cessez-le-feu à la manière israélienne. Autrement dit, l'agresseur réduit ses tirs, mais continue de tirer, tandis que la victime, elle, est censée cesser le feu. Et c'est exactement ce qu'on voit ici. J'ai aussi remarqué que le communiqué du CENTCOM, en réaction à la description de l'incident donné par le ministère des Affaires étrangères, affirmait que l'attaque iranienne n'avait pas été provoquée. Pourtant, elle a été précédée par des frappes américaines contre deux pétroliers iraniens. Alors, ce mot « non provoqué » est aujourd'hui utilisé de façon totalement abusive, dans bien des contextes, pas seulement à propos de la guerre en Ukraine. En gros, ça veut dire « nous avons raison, vous avez tort, quoi que vous fassiez, nous avons le droit d'agir comme bon nous semble ». Nous ne sommes pas contraints. Je pense que le vrai problème, c'est essentiellement celui-ci. Donald Trump aimerait bien se sortir de cette situation. Il y a, semble-t-il, des échanges en cours via les Pakistanais à propos d'un protocole d'accord d'une seule page qui donnerait à Donald Trump quelque chose à présenter comme une réussite, parce qu'à ce jour, il n'a rien accompli. Et en plein milieu de tout ça, on reçoit un rapport des services de renseignement américains indiquant qu'en réalité, les missiles iraniens n'ont pas été détruits. 70% de l'arsenal reste intact, que l'Iran dispose d'un stock important de drones qu'il peut utiliser, et ainsi de suite. Et ça rend la situation encore plus difficile politiquement pour Donald Trump de faire marche arrière, parce que ça montre que ces affirmations selon lesquelles il aurait obtenu quelque chose sont fausses. C'est donc une dynamique très intéressante. Au milieu de tout ça, l'attitude de négociation de l'Iran m'a rappelé un article que le président Mao Zedong en Chine avait écrit pendant la guerre civile contre le Kuomintang. L'article s'intitule « Sur les négociations de Chongqing ». Il y explique que ne pas parler, c'est aussi une forme de communication et de négociation. Une idée évidente, mais que l'Iran a su utiliser avec efficacité. En réalité, c'est les États-Unis qui réclament des négociations, pas l'Iran. Et Donald Trump essaie de contourner ça en disant « peu importe qu'il vienne à la table ou pas ». Mais de toute évidence, ça lui importe.
Il veut sortir de cette guerre qui nuit profondément à sa présidence, aussi bien sur le plan intérieur qu'international. Donc à mon avis, ce qu'on voit ici, c'est un effondrement de la diplomatie et un faux cessez-le-feu. Et je trouve intéressant, et même très révélateur, que la raison pour laquelle ce projet appelé Freedom a été interrompu brutalement, au bout d'environ un jour et demi, c'est que les États clients des États-Unis, ces soi-disant alliés du Golfe, en particulier l'Arabie saoudite et le Koweït, ont dit « Nous n'allons pas faciliter ça. Vous ne nous avez pas consultés. Vous portez atteinte à nos intérêts. Vous nous rendez vulnérables. Et donc vous n'avez pas le droit d'utiliser nos bases aériennes ni notre espace aérien pour mener cette opération. » Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien, ça nous montre qu'il se passe quelque chose du côté des pays arabes du Golfe, à part les Émirats arabes unis, qui sont un cas à part par leur position, et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils se font frapper sans arrêt par l'Iran. Les autres, eux, sont clairement en contact avec l'Iran et essayent de mettre en place une sorte de relation d'après-guerre avec Téhéran. Une relation qui n'impliquerait pas de présence militaire américaine sur leur territoire. Et là, tout à coup, le projet Freedom surgit, et ça vient complètement perturber ce qui se préparait discrètement entre l'Arabie saoudite, le Koweït et l'Iran, et sans doute aussi le Qatar. Donc, pas Bahreïn, pas les Émirats arabes unis, je suppose. Mais ce qui se passe, c'est une trêve à la manière israélienne. La même chose se produit au Liban. Les Libanais sont censés se retirer, pendant qu'Israël continue de forcer l'évacuation des villages, de les raser, de tuer des gens à coups de bombe. Ils recommencent à bombarder Beyrouth après avoir arrêté. Quel genre de cessez-le-feu est-ce que c'est? Ce n'en est pas un, tout simplement. C'est ce que c'est. Mais les conséquences de la fermeture du détroit d'Ormuz, ou plus précisément de la prise de contrôle iranienne sur ce détroit, sont vraiment considérables. Et je pense qu'il faut en parler. Le ministre iranien des Affaires étrangères a dit que chaque fois qu'on entame des discussions vraiment sérieuses, quelque chose comme ça se produit. Et qu'est-ce que ça veut dire au juste? Peut-on dire quoi que ce soit sur ces négociations? Parce que franchement, je ne vois aucun signe de sérieux. Ces négociations ne sont pas sérieuses. Elles sont purement mises en scène. Et si vous en doutez, regardez simplement qui a été nommé adjoint de Stephen Witkoff, un sioniste déclaré, issu de l'organisation israélienne Foundation for Defense of Democracies, qui a publiquement pris position contre toute négociation avec l'Iran. Et c'est lui qu'on a nommé négociateur adjoint. Donc ces discussions ne servent qu'à faire semblant. Leur véritable but, c'est d'influencer les marchés financiers, les cours des actions, les prix du pétrole et tout ce qui s'y rattache. Et ça a très bien marché. Des milliards de dollars ont été gagnés en pariant à la baisse sur le pétrole, chaque fois qu'on faisait naître de faux espoirs d'une percée diplomatique. On a vu ce scénario se répéter plusieurs fois. Donc, ils ne sont pas sérieux. Et le problème pour Donald Trump, la raison de la contradiction que vous avez soulignée entre l'ouverture d'un dialogue et le bombardement de l'Iran, est assez simple. Il continue de penser que la clé du succès, c'est de maintenir une pression maximale sur l'Iran. Il reste convaincu que le meilleur moyen d'obtenir un accord, c'est la contrainte. Alors, quand il perçoit un revers ou un manque de souplesse de la part de l'Iran dans les négociations, il réagit violemment par une attaque contre l'Iran. Nima Al-Khorshid a raison de poser la question, bien sûr. Mais je pense que la réponse, c'est que tout cela fait partie intégrante de la politique de Trump, qui ressemble à celle de l'empereur Caligula à la fin de l'Empire romain.
La politique de Caligula, en latin, c'était « oderint dum metuan », autrement dit, qu'ils nous haïssent du moment qu'ils nous craignent. Aucune tentative de tendre la main, de chercher un terrain d'entente, de mettre les différends de côté pour les régler plus tard, ou simplement de poursuivre des intérêts communs. Non, c'est uniquement de la pression, encore et encore. Et ça ne marche pas. Je pense que là-dessus, la communauté du renseignement, il faut le reconnaître, l'a bien dit. C'est exactement son rôle, corriger les idées fausses des dirigeants, leur fournir des informations et des analyses précises. Elle l'a fait, mais on ne l'a pas écouté. Et on en revient au fait que Stephen Witkoff et Jared Kushner, tous deux sionistes, tous deux magnats de l'immobilier, ignorants à la fois de l'histoire et de la région, voient tout à travers une perspective israélienne. En pratique, ils se montrent soumis aux intérêts israéliens, qu'ils confondent avec les intérêts américains. Ces deux hommes n'ont reçu aucun soutien professionnel. Aucun diplomate américain de carrière n'a participé à ces discussions. Résultat, des personnes ignorantes et incompétentes mènent ces négociations. Et encore une fois, je reviens à la question essentielle. Quel est le but de ces négociations? Ce n'est pas d'aboutir à un accord. C'est de mettre en scène des possibilités devant un électorat américain crédule et des spéculateurs boursiers. Je pense que s'il n'y a pas de véritable négociation en cours, alors quelle serait l'alternative? Comme on l'a vu avec le blocus de l'Iran, qui a provoqué ce problème hier soir, les deux camps se tirent dessus. Et ce n'est pas seulement une question d'Iran. On a déjà connu ça avec le Venezuela et la Russie. Et puis, je dirais, il essaye d'une certaine manière de contrôler l'Iran, les pétroliers et tout ce qui se passe autour. Tout cela est directement lié au droit international. Alors, que se passe-t-il à ce niveau-là? Et comment les États-Unis font-ils évoluer leur propre politique par rapport à ce qu'elles étaient auparavant? Eh bien, le droit international n'a aujourd'hui plus aucune place dans la politique étrangère américaine. La Charte des Nations Unies, les conventions de Genève, le droit de la mer, c'est-à-dire la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, que les États-Unis ont eux-mêmes soutenu mais jamais ratifié, tout cela est en réalité mort. Et donc, quand on parle du contrôle du détroit d'Ormuz par l'Iran, c'est une violation flagrante du droit international. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais les États-Unis, eux, ne respectent pas le droit international. Et le résultat, c'est que 263 ans de domination anglo-américaine sur les mers et de cet ordre fondé sur des règles imposées par l'hégémonie anglo-américaine sont terminés. Laissez-moi vous rappeler un peu d'histoire. En 1763, à la fin de ce qu'on appelait la guerre de 7 ans entre la France et la Grande-Bretagne, les Britanniques ont infligé une défaite décisive à la puissance maritime française. Ils ont consolidé cette victoire en 1805 à Trafalgar, la célèbre bataille où Horatio Nelson a triomphé des Français et des Espagnols. Depuis 1763, comme on dit, la Grande-Bretagne régnait sur les mers. Ever since 1763, as the song goes, Britannia has ruled the waves. The day I was born, March 2nd, 1943. Le jour de ma naissance, le 2 mars 1943, il y a 83 ans, correspondait à une bataille de 3 jours dans la mer de Bismarck, au nord de l'Australie. C'était le point le plus avancé de la puissance japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y avait 6 convois de troupes japonaises, 6 convois entiers qui ont été coulés, une perte énorme pour les forces japonaises. Et c'est à partir de là qu'a commencé la contre-attaque qui a fini par vaincre le Japon. Les historiens considèrent ce moment comme celui où l'hégémonie, jusque-là britannique, est passée à la marine des États-Unis. Depuis ce jour, la marine américaine établit et fait respecter les règles à l'échelle internationale.
Et maintenant, plusieurs éléments survenus depuis sont intéressants à examiner dans le contexte de la guerre en Iran. Au XVIIIe siècle, quand on a commencé à formuler les lois de la guerre, ce sont surtout des penseurs néerlandais, comme Grotius et d'autres, qui ont commencé à codifier le droit international. À cette époque, la portée d'un canon était d'environ 3000. Cela voulait dire qu'un navire qui s'approchait à moins de 3000 des côtes pouvait en théorie être touché par une batterie installée à terre. C'est de là qu'est née la limite des 3000 pour la mer territoriale. Mais avec le temps, la portée des canons, puis des missiles et de tout le reste, s'est considérablement allongée. Aujourd'hui, on a des missiles à guidage terminal capables de frapper un navire à une distance de 2000 km, soit environ 1500 milles, une distance énorme. Pour donner une idée, aux États-Unis, c'est à peu près la distance entre Boston et Winnipeg, ou entre Charleston et Omaha. Omaha, Nebraska. So this is a long distance. Vous savez, c'est une très très grande distance. Du coup, la limite des 3000 est devenue complètement insignifiante. On a donc trouvé un compromis arbitraire à 12 000, et certains pays comme le Pérou réclamaient une limite de 200 000. Je crois que le Brésil s'est joint à cette position. Finalement, ce n'est pas devenu une limite territoriale, mais une limite pour l'exploitation des ressources du fond marin. Donc, le fameux pétrole sous le sel que le Brésil, que Petrobras extrait, se trouve dans cette zone. Bref, tout ça c'est de l'histoire. Et ce que ça montre, tout comme la guerre avec l'Iran, c'est que l'une des principales dispositions des règles, c'était que le détroit d'Ormuz devait rester libre, la liberté de navigation à travers les détroits. Eh bien, tout ça, c'est fini. Et le reste aussi. En gros, on est entré dans une nouvelle ère d'anarchie. Il n'y a plus de règles. On voit donc les navires de guerre américains maintenus à une distance d'environ 300 km, parce que c'est la portée des missiles de croisière et des drones iraniens, à peu près 200 000. Les porte-avions, eux, restent encore plus loin, à environ 1000 km, soit 600 000. Et quand des navires de guerre s'approchent de l'Iran, pour faire ce que les navires américains ont fait jeudi, c'est-à-dire attaquer des pétroliers iraniens, puis frapper des installations côtières iraniennes, ils essuient des tirs. Dans ce cas précis, apparemment, ils ont réussi à dévier ou intercepter les drones et les missiles de croisière qui leur étaient destinés. Mais c'est un pari risqué. Et je pense que c'est une très bonne chose, en fait, que l'Iran n'ait pas réussi à couler un navire de guerre américain, parce que ça aurait créé une complication supplémentaire. Mais ce que je veux dire, c'est que ce que l'Iran a fait ne devrait pas nous surprendre. On voit les règles se déliter depuis des décennies, et maintenant elles ont disparu. La marine américaine ne domine plus les mers. Il y a d'autres puissances, l'Iran en fait partie, la Chine aussi, qui sont capables de se défendre très loin de leurs côtes. Et donc, les règles ne s'appliquent plus. Ce qui veut dire que quand cette guerre sera terminée, parce qu'elle devra bien l'être un jour, peut-être qu'en réalité, elle ne le sera pas. Peut-être qu'elle ne se terminera jamais. Peut-être qu'on reviendra simplement à la situation d'avant qu'elle ne commence. Autrement dit, la phase actuelle a commencé. Cela veut dire qu'il y aura un conflit de faible intensité entre Israël et l'Iran. La seule différence, c'est que les États-Unis n'en feront pas partie, parce que nous n'aurons plus de base dans le Golfe Persique, et parce que les Américains en ont assez de s'engager dans des guerres au nom d'Israël. Donc Israël et l'Iran seront livrés à eux-mêmes. Et peut-être qu'Israël continuera à faire ce qu'il a déjà fait. Des assassinats ponctuels de responsables ou de scientifiques iraniens, des tentatives de frapper des mouvements de résistance liés à l'Iran dans la région, et ainsi de suite. Ou peut-être pas. Peut-être qu'Israël finira par retrouver la raison,
et comprendra que s'il veut être en sécurité au Moyen-Orient, il doit faire la paix et se faire des amis. On ne peut pas toujours tirer sur des gens et assassiner leurs dirigeants pour assurer sa propre survie. Donc je pense que c'est un moment très important. Et Donald Trump a un problème. Il veut se retirer, mais il doit montrer qu'il a accompli quelque chose. Or, il n'a rien accompli. Sur le plan nucléaire dont il prétend se préoccuper surtout en ce moment, même s'il s'est intéressé à différents sujets au fil des années, sur ce point-là, il a en réalité poussé l'Iran à développer une arme nucléaire. Et quand l'Iran parle d'une pause, d'un arrêt de 5 ans peut-être, dans l'enrichissement nucléaire, il ne faut pas oublier que l'Iran dispose déjà de suffisamment d'hexafluorure d'uranium pour produire 10 ou 11 bombes. Il n'a pas besoin de plus que 10 ou 11 bombes. Donc, une pause dans l'enrichissement ne résout absolument pas le problème du programme d'armes nucléaires. L'Iran, comme vient de le signaler la communauté du renseignement, est entièrement armé et prêt à lancer des attaques de missiles contre Israël, ainsi que contre tout pays du Golfe arabe qui soutiendrait l'assaut américain contre Israël ou l'assaut israélien contre lui. Il n'y a pas eu de changement de régime en Iran. On assiste plutôt à une sorte de calcification du régime, un durcissement du pouvoir, et le peuple iranien, dont beaucoup, je pense, étaient très favorables aux États-Unis auparavant, est aujourd'hui profondément désillusionné vis-à-vis de l'Amérique. Pendant ce temps, les États-Unis ont divisé l'OTAN. On voit la dissolution de l'alliance en cours à cause de la question du génocide à Gaza et de la guerre avec l'Iran. L'Espagne a été la première à rompre, et d'autres suivent maintenant se détachant d'Israël et des États-Unis. De grandes manifestations ont eu lieu en Italie, où l'ambiance ressemble beaucoup à celle qu'on voit en Espagne. Mais le gouvernement italien, comme celui de l'Allemagne, ignore l'opinion publique. Aujourd'hui, seulement 17% des Allemands ont une opinion favorable d'Israël. Et pourtant, l'établissement fait comme si de rien n'était. Mais ça ne peut pas durer éternellement. Le soutien étranger à Israël s'effrite. Les alliances américaines se désagrègent. Et pourquoi, au fond? Pour rien. Avant le début de cette guerre, le détroit d'Ormuz était ouvert à tout le monde. La navigation y était libre. Ce n'est plus le cas. Et on ne peut rien y changer sans l'accord de l'Iran. Or, l'Iran n'acceptera pas d'appliquer des règles du droit de la mer qui sont dépassées et qui semblent donner aux États-Unis le droit d'attaquer l'Iran quand bon leur semble, même pendant un soi-disant cessez-le-feu. Voilà où nous en sommes. Tu sais, Lula a eu une rencontre avec Donald Trump. Et après ça, il a dit, et il n'y a pas vraiment beaucoup de comptes rendus sur ce qui s'est passé, qu'il ne comprend pas ce que Donald Trump pense. Parce que selon lui, Trump dit que la guerre est finie, alors qu'elle ne l'est pas. La façon dont il décrivait Donald Trump, c'était comme si Trump vivait dans un univers parallèle, qu'il n'était pas connecté à la réalité, ni à ce qui se passe vraiment. Parce que disait Lula, nous les Brésiliens, on ne sent pas du tout que quoi que ce soit terminé. La guerre continue, et le conflit va nous frapper durement, tout le monde sur cette planète. Et il semble que les États-Unis ne mesurent pas vraiment l'ampleur des difficultés que tous ces pays affrontent et ressentent en ce moment. Eh bien, je pense que cette réunion, apparemment, s'est tenue à huis clos. Au départ, elle devait être ouverte à la presse, si je ne me trompe pas. Mais c'est finalement une bonne chose qu'elle ait eu lieu à huis clos, parce que je soupçonne qu'il y a eu très peu de véritables rencontres d'esprit. Et Lula a tout à fait raison. Donald Trump vit dans un univers parallèle. Un univers où le vœu pieux l'emporte sur tout. Il veut que la guerre soit terminée. Donc, pour lui, elle l'est. C'est une forme de trouble mental, une part de psychose. Bien sûr, ces termes médicaux ont évolué, ont été redéfinis,
Mais traditionnellement, la psychose se caractérisait par une incapacité à percevoir la réalité et à distinguer le fantasme du réel. Il y a une forme de ça qu'on appelle le solipsisme. Du mot solo, tu vois, qui veut dire seul. Le solipsisme, c'est une théorie philosophique selon laquelle le monde n'existe que dans ta tête, et que si tu changes d'avis, tu peux changer la réalité. Eh bien, malheureusement, la réalité ne change pas quand on la perçoit mal. Elle continue d'exister. Tu sais, j'ai déjà cité, je crois, l'observation de Philip K. Dick, un écrivain de science-fiction des années 50, très brillant, qui disait que la réalité, c'est ce qui ne disparaît pas quand on cesse d'y croire. Elle est là. Donc le fait est que le cessez-le-feu à la manière israélienne, c'est-à-dire un cessez-le-feu à sens unique, ne veut strictement rien dire. Et les États-Unis ont lancé un blocus, un contre-blocus, sous ce qu'ils appellent un cessez-le-feu. Mais un blocus, c'est un acte de guerre. Donc il n'y a absolument aucune cohérence ici. Et vous savez, c'est un peu comme dans Alice au pays des merveilles. Si vous vous souvenez, Humpty Dumpty disait que les mots voulaient dire ce qu'il voulait qu'ils veuillent dire, quand il le voulait. Eh bien, les mots de Donald Trump ne veulent rien dire. En réalité, ils signifient beaucoup pour lui. Et le monde est ballotté sans arrêt par ces revirements constants. Je pense qu'il est vrai que Donald Trump se moque complètement de ce qui arrive au reste du monde, ou même aux Américains, à cause de sa décision insensée de s'associer à Israël dans cette guerre. Il s'en fiche complètement. Mais on va le forcer à s'en soucier, parce que les conséquences politiques de tout ça, c'est l'isolement international des États-Unis, la pression sur les États-Unis de la part de soi-disant alliés, y compris les pays du Golfe. Vous voyez, ils prennent leur distance avec nous. On parle aussi de la dissolution de l'OTAN, de l'éloignement du Japon, et ainsi de suite. Et chez nous, l'essence est maintenant à environ 4,70 $ le gallon, et ça grimpe en flèche. Quand ça atteindra 6 $, ce qui ne va pas tarder, il va y avoir une vraie réaction. Et malgré les tentatives de Donald Trump pour perturber les élections de mi-mandat en novembre, elles auront bel et bien lieu. Je pense que pour l'instant, Donald Trump ne se soucie pas vraiment des conséquences de ses décisions, que ce soit à l'international ou à l'intérieur du pays. Mais il va être obligé de s'en soucier, parce que la pression monte. Cette guerre ne va pas se terminer de sitôt. Selon une évaluation des services de renseignement, qui, à mon avis, est probablement trop prudente, l'Iran aurait encore 3 ou 4 mois avant de rencontrer un problème de pression dans les réservoirs de ses champs pétroliers. Je pense que c'est une sous-estimation. Est-ce que les États-Unis peuvent maintenir un blocus aussi longtemps, avec l'usure des navires et la fatigue des hommes et des femmes à bord? Franchement, je n'en sais rien. Permettez-moi de citer un article paru dans Haaretz en Israël. Voici ce qu'il dit, monsieur l'ambassadeur. Netanyahou partira, mais l'État mourra avec lui. En gros, l'article parle du chaos et des problèmes que ce gouvernement a provoqués jusqu'à présent. Il ne remporte rien sur le champ de bataille, et le désordre qui découle de ces guerres sans fin pour Israël risque de durer encore des décennies. L'État traverse une sorte de tourmente. L'économie ne fonctionne pas, et ils dépendent totalement des États-Unis. Quant à l'administration Trump, elle ne semble pas avoir de stratégie solide. Tout semble tourner autour de l'argent. Et parce que, monsieur l'ambassadeur, encore un point, d'après les données d'Unusual Whales, une plateforme de surveillance des marchés qui suit les activités inhabituelles, on voit que des traders inconnus ont pris pour plus de 900 millions de dollars de positions à la baisse sur le pétrole brut.
le 6 mai, juste quelques minutes avant qu'Axios ne publie un article affirmant que Washington et Téhéran étaient proches d'un mémorandum d'entente pour mettre fin à leur guerre de 2 mois. Vous voyez, c'est ce genre de manipulation qui se produit. Un camp gagne de l'argent, et de l'autre côté, personne ne semble se soucier de la diplomatie, ni de mettre fin à la guerre. Et vous, comment voyez-vous tout cela, en commençant par cet article de Haaretz? Bon, laissez-moi faire quelques remarques. D'abord, je pense qu'il y a eu une manipulation des contrats à terme vers 3h40 du matin, ce qui est assez intéressant. Vous savez, à 3h40, la plupart des gens dorment. Visiblement, quelqu'un savait mieux que les autres et a agi à ce moment-là. Ensuite, je suis content que vous ayez cité Haaretz. C'est sans doute le meilleur journal du monde aujourd'hui. Il nous rappelle sans cesse qu'il y a des gens bien en Israël, des gens réfléchis. Ce n'est pas seulement le groupe de fanatiques et de fascistes autour de Netanyahou, mais aussi des personnes qu'il faut prendre au sérieux et respecter profondément. Et je pense que l'article, en revanche, a tout à fait raison. Netanyahou a dit, en fait, que ce qu'il partage vraiment avec Trump, c'est un narcissisme maladif. Il ne se soucie pas de son pays, même s'il prétend le contraire. Ce qui l'intéresse, c'est lui-même. Et s'il est encore au pouvoir, c'est parce qu'il a réussi à y rester en déclenchant des guerres ou en les prolongeant. Mais il n'a pas de véritable... Enfin, vous voyez, il a un ensemble d'objectifs précis dont on a déjà parlé. Il veut entrer dans l'histoire comme l'homme qui a rendu possible le grand Israël. Mais, comme le souligne l'auteur de cet article, Caroline Lanzmann, je pense qu'il restera dans l'histoire comme l'homme qui a détruit l'État d'Israël. Et vous savez, beaucoup de gens en Israël n'ont plus confiance dans l'avenir de leur pays. Pas seulement à cause de Netanyahou, mais aussi parce que vous voyez, ça fait quoi maintenant? 78 ans. Et pendant tout ce temps, Israël n'a pas réussi à se faire un seul ami dans la région. En ce moment, il a un partenariat cynique avec les Émirats arabes unis, mais il est très peu probable que ça dure. Il a une paix froide avec l'Égypte, une paix hostile, un phénomène assez étrange. La Jordanie vit dans la crainte d'Israël, sans aucune affection pour lui. Et les autres pays de la région, tous ont été blessés, humiliés, certains diraient même violés et meurtris par Israël. La Syrie, elle, a été complètement ravagée. Le Liban est en train d'être ravagé. Gaza est le théâtre du pire crime contre l'humanité jamais commis, pas seulement de ce siècle. Parce que vous savez, cette tragédie, ce génocide est diffusé en direct. Et ceux qui prétendent représenter la décence ne font rien. Ils regardent. L'Holocauste, lui, était invisible pour la plupart des gens. Celui-ci, tout le monde le voit. Et pourtant, il existe un droit international, une convention sur le génocide, qui impose à ses signataires d'agir, de punir ou de prévenir le génocide. Et rien n'a été fait. C'est donc profondément révoltant, et c'est un triste reflet de l'époque dans laquelle nous entrons. Une époque sans loi, sans protection juridique, où chacun doit s'armer face à la possibilité du recours à la force. Même ton propre pays, le Brésil, est obligé d'augmenter ses dépenses de défense pour garantir sa propre sécurité. On entre donc dans une période sombre. On le voit bien. Et c'est sombre aussi à d'autres égards, parce que cette époque se caractérise par une opposition à la science. Comme ça s'est produit pendant le Moyen-Âge en Europe, quand l'Église s'opposait à la science grecque et romaine, et qu'on a perdu la technologie, les compétences en ingénierie, la connaissance des mathématiques. Ce savoir n'a été restauré que grâce à la Bayt al-Hikma, d'abord à Damas, puis à Bagdad, avant d'être ramené en Europe, où il a donné naissance à la Renaissance. Mais, tu sais, on entre dans une époque similaire où la science est rejetée au profit de la superstition,
et même l'éthique, le cœur de la foi religieuse, est écarté. core of religious belief, which is ethics, is dismissed. You know, we have a Pete Hegseth praying. Vous savez, on a Pete Hegseth qui prie pour le meurtre, sans aucune pitié, de tous ceux qui s'opposent aux États-Unis. On a le président des États-Unis en train de se disputer avec le pape à propos de morale. Le vice-président, lui, se retrouve dans une position très inconfortable. Le secrétaire d'État, qui est catholique, part à Rome pour essayer d'arranger les choses avec le premier pape américain et avec Giorgia Meloni, la première ministre italienne, qui, même si elle s'aligne souvent sur les États-Unis et sur Israël, connaît très bien le sentiment du peuple italien, aujourd'hui très anti-américain et très anti-israélien. Bref, c'est vraiment pas un bon moment. So, this is not a good moment. What's to be done about it? Que faire face à ça? Eh bien, certains parlent de changement de direction, voire de changement de régime, si on peut dire, aux États-Unis, comme si c'était la seule solution. Mais une partie de la folie qui nous a saisis, c'est cette loyauté aveugle, celle d'un culte. Le Parti républicain est devenu, pour l'essentiel, une sorte de secte, pas un groupe de réflexion engagé dans un vrai débat sur les politiques publiques, ni dans l'élaboration de politiques qui servent les intérêts des États-Unis. Leur seul objectif, c'est de servir les intérêts d'un seul homme, Donald Trump. Donc voilà où nous en sommes. Heureusement que Lula est resté, semble-t-il, un homme plutôt honnête et qu'il a rencontré Donald Trump à huis clos plutôt qu'en public. L'ambassadeur Smotrich dit que cette guerre doit se terminer par un changement des frontières de Gaza, du Liban, de la Syrie et bien sûr de la Cisjordanie. Vous savez, il parle des frontières. En réalité, il parle d'une expansion d'Israël comme une sorte de résultat de ces guerres, de ces conflits qu'il mène. Moi, je ne vois rien de tel se produire dans le cas du Liban. Pour la Cisjordanie, on sait ce qui s'y passe. Même avec le HTS en Syrie, ils ont dit, enfin, Al-Jolani a dit qu'il ne pouvait pas reprendre la partie sud de la Syrie. Ils veulent la récupérer. Je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de ces gens en Israël, mais jusqu'à présent, d'après ce qu'on a vu, le Hezbollah se défend. Ils ne vont pas reculer. Et le gouvernement libanais, d'ailleurs, n'est pas très puissant. Ils essaient de discuter, de négocier, mais ça n'aide pas vraiment la situation. Le gouvernement libanais manque de légitimité parce qu'il ne représente pas l'ensemble de la société libanaise. Il repose sur la division confessionnelle mise en place par les Français, avec, comme tu sais, un président maronite, un premier ministre sunnite et un président du Parlement chiite. Mais aujourd'hui, la majorité au Liban n'est ni chrétienne ni sunnite, elle est chiite. Et la plupart des chiites soutiennent fortement le Hezbollah, qui est donc, d'une certaine manière, une expression authentique du nationalisme libanais. Je pense que tu vois, le point essentiel que tu soulèves dans l'article que tu cites du journal, c'est que le vrai problème, c'est qu'Israël n'a pas encore connu son Stalingrad. Stalingrad, c'est là que l'Empire nazi est mort. L'effort pour étendre les frontières de l'Allemagne, tout comme l'effort d'Israël pour étendre les siennes, ce que les Allemands appelaient le Lebensraum, l'espace vital, eh bien cet effort-là va échouer. Il va se heurter à une résistance impossible à briser. C'est peut-être ce qu'il rencontre aujourd'hui au Liban. Mais Israël réussit à unir toute la région, et pas seulement la région, le monde entier, contre lui. Si Israël venait à disparaître maintenant, franchement, personne ne pleurerait à l'étranger, sauf les sionistes, ou les sionistes de salon qui vivent à l'étranger mais défendent les exactions d'Israël. Et dans la région, vous savez, il y a 50 ans, si Israël avait disparu, j'aurais pleuré. Aujourd'hui, non. Je pense, vous savez, qu'Israël, par son propre comportement, est en train de se délégitimer à un point tel que quand Netanyahou partira, comme l'a dit Lanzmann,
l'État risque bien de disparaître aussi. C'est donc une tragédie pour tout le monde. Pour le peuple juif, qui a fondé Israël avec l'aide de l'Occident, au détriment des Arabes, des musulmans et des chrétiens, dans le but de créer un refuge sûr. Mais aujourd'hui, il n'y a sans doute aucun endroit sur Terre moins sûr pour les Juifs qu'Israël. Et ce manque de sécurité va presque certainement devenir un problème international. Alors je ne sais pas quoi dire. La tragédie, comme dans la tradition grecque, vient de l'hubris, d'un orgueil démesuré, et de l'incapacité à voir les conséquences de cet orgueil, de cette démesure. Et dans la tragédie grecque, il y a toujours un cœur en arrière-plan qui est de prévenir le protagoniste. Tu cours à ta perte. Quelque chose de vraiment grave va découler de votre comportement et de votre aveuglement. Mais bien sûr, le protagoniste n'entend jamais le cœur. Seul le public l'entend. Et ici, on est dans une situation un peu similaire. Il y a eu des gens, moi y compris, qui ont essayé de sauver Israël de lui-même, et nous avons échoué. Le moment où Israël va à sa perte approche. Et je ne suis pas un sioniste chrétien, donc je ne vois rien de positif dans l'idée d'un Armageddon. Je ne crois pas que les Juifs du monde seront convertis de force au christianisme ou envoyés en enfer. Je ne crois pas non plus que la disparition d'Israël puisse avoir la moindre conséquence bénéfique. Et donc je ne suis pas le seul à être profondément inquiet de la direction que tout cela prend. Je pense, Monsieur l'ambassadeur, que quand on parle des bases, surtout dans les pays du Golfe, est-ce que vous croyez que les stratèges israéliens, ou ceux qui sont du côté militaire en Israël, réalisent vraiment ce qu'ils ont perdu jusqu'à présent dans cette guerre contre l'Iran? Parce qu'ils ont perdu ces systèmes d'alerte précoce, ces radars qui communiquaient avec le système de défense aérienne. Quand on entend quelqu'un comme Smotrich parler de capturer le Liban, Gaza, la Cisjordanie ou la Syrie, il faut comprendre ses propres capacités. On ne peut pas aller au-delà de ce qu'on est capable de faire. Et cette capacité a été considérablement réduite, tout simplement parce que les bases américaines ont été frappées par des missiles iraniens pendant cette guerre, pas seulement dans les pays du Golfe, mais aussi en Israël. D'accord. Eh bien, il n'y a pas de base américaine en Israël aujourd'hui, mais il y en a déjà eu. Non, je parle des radars. Non, exactement. Exactement. Oui, exactement. Je pense que vous savez, des politiciens comme Smotrich sont connus pour leur politique étrangère, de fantaisie et leur agressivité imaginaire. Mais l'armée israélienne, elle, est très réaliste. Elle n'est pas prisonnière de ses illusions. Et je dirais que le renseignement israélien, le Mossad, a eu pendant des décennies une excellente réputation justement grâce à ce réalisme. C'est pareil pour le Shin Bet, le service de sécurité intérieure. Netanyahou a politisé tout ça. Il a placé à leur tête des gens qui, comme les responsables du renseignement sous Donald Trump, lui disent ce qu'il veut entendre. Ils ne disent plus la vérité au pouvoir. Et c'est en partie pour ça qu'Israël perd peu à peu son avantage intellectuel et que sa survie devient de plus en plus menacée. Donc Smotrich, comme certains responsables politiques américains, je pense par exemple à Lindsey Graham, ne comprend pas que nous vivons dans un monde différent de celui où les États-Unis étaient tout-puissants. Le moment unipolaire est terminé, la guerre froide est terminée. La capacité des États-Unis à exiger la fidélité, la loyauté d'autres pays, c'est fini. D'autres nations, y compris nos soi-disant alliés, je dis soi-disant, parce qu'ils n'avaient aucune obligation envers les États-Unis. C'est nous qui avions une obligation envers eux, que nous avons assumée. Mais plusieurs de ces alliés, comme l'Arabie saoudite, le Koweït, le Qatar, Bahreïn ou les Émirats arabes unis, suivent désormais leur propre voie. Ils ne se conforment plus à la ligne américaine. Les Émirats, eux, semblent suivre la direction israélienne. Mais combien de temps ça peut-il durer? Après tout, les Émirats sont avant tout des stabilismes politiques.
nothing if not a practitioner of realpolitik. And sticking with Israel in this context. Et rester aux côtés d'Israël dans ce contexte, ce n'est pas une formule magique, c'est juste la promesse de nouveaux problèmes. Je ne sais pas combien de temps ça peut durer. En tout cas, on voit déjà, et on l'a vu clairement, le chef d'état-major israélien, le responsable militaire, dire que l'armée israélienne, les forces de défense, sont en train de se désagréger. Elles sont à bout, elles ne peuvent pas continuer comme ça. Alors à quel moment est-ce qu'on va voir, sinon une mutinerie, du moins une résistance suffisante de la part des militaires professionnels? Pas seulement en Israël, mais aussi aux États-Unis, où beaucoup de gens sont très mécontents, ils sont frustrés, démoralisés. Dans l'armée, le moral est au plus bas, ils ne soutiennent plus cette direction. À quel moment est-ce que ça finit par peser sur les dirigeants et provoquer un changement de politique? Je n'en sais rien. Mais il est assez clair qu'on approche d'un point de bascule. Dans 6 jours, Donald Trump va se rendre en Chine. On a déjà vu le ministre iranien des Affaires étrangères y aller et discuter avec son homologue. Comment voyez-vous les cartes que Donald Trump a en main? Parce qu'il adore ce genre de jeu de cartes. Quelles sont selon vous les cartes dont il dispose avant d'aller en Chine, ou le terrain sur lequel il peut s'appuyer pour travailler avec la Chine? Eh bien, il a eu une rencontre à Busan, en Corée du Sud, avec Xi Jinping il y a quelque temps. C'était notable parce que c'était une rencontre entre égaux. Et les États-Unis n'ont plus vraiment l'habitude de ça depuis la guerre froide, à l'époque où Moscou était à bien des égards un égal. Je pense donc qu'il y a plusieurs dimensions ici. Donald Trump se nourrit du faste et du protocole. Les Chinois savent lui offrir un accueil grandiose qui flatte son ego. Il respecte le pouvoir et le prestige, cette ombre que le pouvoir projette dans le monde. Et Xi Jinping, lui, est puissant et jouit d'un grand prestige. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est donc un voyage du président américain à Pékin, non pas comme quelqu'un en position d'imposer ses conditions, mais plutôt comme un demandeur, quelqu'un qui vient chercher quelque chose. Vous avez d'ailleurs mentionné à plusieurs reprises que la politique étrangère américaine semblait le dan our Torifal in the Struging Puffy. Oui, alors Donald Trump rêve de vendre plus d'avions Boeing pendant ce voyage, ce genre de choses. Il pourrait y avoir quelques ajustements tactiques dans la politique commerciale. Après tout, il vient encore de perdre un procès et ses droits de douane ont été annulés pour illégalité. En fait, tout le dispositif qu'il avait mis en place auparavant a été invalidé par la Cour suprême. Et maintenant, le tribunal inférieur a déclaré que sa tentative de rétablir ses tarifs était elle aussi illégale. Du coup, il a lancé une guerre commerciale avec la Chine. Il a redoublé d'efforts sur une politique de confinement technologique. Aucune des deux n'a fonctionné. La Chine a appelé le bluff américain sur la guerre commerciale, grâce à son contrôle des terres rares et à sa capacité à protéger ses chaînes d'approvisionnement. Aujourd'hui, la Chine est clairement la puissance économique dominante en Asie-Pacifique. Elle aimant son marché partout. Il vient de faire exactement l'inverse de Donald Trump. Il a supprimé les droits de douane pour tous les pays d'Afrique. Un commerce désormais sans tarif, sauf pour un seul pays, l'Eswatini, qui continue de reconnaître Taipei comme le gouvernement de la Chine. Donc, il ne faut pas s'attendre à grand-chose. Ça fera une belle émission de télé, ça permettra à Donald Trump de parader et de profiter de toute l'attention qu'il reçoit. Mais je ne vois pas de véritable avancée se profiler. En réalité, je dirais que la relation entre les États-Unis et la Chine en ce moment est dominée par une préoccupation commune, maintenir une stabilité minimale. Aucune des deux parties ne cherche une percée majeure. La Chine, elle, se contente de poursuivre ce qu'elle fait déjà, c'est-à-dire développer sa supériorité technologique.
technological superiority. The Australian Strategic Policy Institute, Vous savez, l'Institut australien de politique stratégique, qui suit l'innovation scientifique et technologique, observe aujourd'hui 74 catégories. Dans 66 d'entre elles, ce sont les Chinois qui sont en tête. 8 sont encore dominés par les États-Unis et apparemment aucune par un pays européen. Donc la Chine progresse. Elle a des problèmes, bien sûr, des difficultés économiques, une bulle immobilière qui a éclaté, un certain découragement à cause des campagnes anticorruption, et ainsi de suite. Mais elle avance de façon régulière. Pendant ce temps, les États-Unis vacillent un peu dans tous les sens. Du coup, la Chine n'a pas besoin d'en faire beaucoup. Il lui suffirait peut-être simplement d'accueillir Donald Trump et de le présenter devant l'armée populaire de libération. Oui, on sait que le gouvernement chinois a dit aux raffineries, à ces secteurs de leur économie qui travaillent avec les Iraniens et les Russes, qu'ils se moquent des sanctions américaines. En gros, ils ont dit, si les sanctions vous touchent, on vous soutiendra. Et vous, comment voyez-vous cette position? Vous pensez que Donald Trump serait capable de la faire changer? Je ne pense pas. La Chine a un intérêt majeur dans la restauration de l'ordre mondial que les États-Unis avaient soutenu, puis renversé. Et cela inclut un ordre international fondé sur le consensus, avec des règles issues de ce consensus, et non imposées par un seul pays ou un bloc de pays. Concernant l'approvisionnement de l'Iran en pétrole et en gaz, je pense qu'on observe plusieurs évolutions intéressantes. Comme vous l'avez dit, les Chinois ont déclaré qu'ils ne respecteraient pas les sanctions américaines contre le pétrole et le gaz iranien. Ils viennent d'annoncer une hausse des prix du carburant en Chine, à partir de demain, si je ne me trompe pas. C'est donc une mesure raisonnable pour encourager la sobriété énergétique. Et bien sûr, ils sont les mieux préparés au monde en matière d'énergie renouvelable, solaire, éolien, nucléaire, et ainsi de suite. Solar, wind, nuclear, and so on. Ils ont été les raffineurs de pétrole et les fournisseurs de carburant pour avions, de diesel et d'autres produits du même genre pour les pays voisins. Au départ, ils avaient interdit l'exportation de ces produits, mais à la demande de ces pays, ils ont recommencé à en fournir. Et ça leur donne encore plus d'influence et de prestige dans la région. Donc vous voyez cette guerre, même si elle pose un problème à la Chine, parce qu'elle risque de plonger le monde dans la récession et d'affaiblir ses marchés à l'étranger, a aussi entraîné un certain resserrement dans le domaine de l'énergie. Les Chinois prennent 2 mesures pour le long terme. D'abord, ils ont accepté le projet de gazoduc Force de Sibérie venant de Russie, et je pense qu'ils vont maintenant redoubler d'efforts dans la construction de voies ferrées et de pipelines vers l'Iran. Ils peuvent facilement relier l'Iran au Turkménistan, puisqu'ils ont déjà un gazoduc entre les deux, et je pense qu'on va le voir se concrétiser. En plus de ça, bien sûr, ils vont renforcer leurs investissements dans les énergies renouvelables. Ils ont d'ailleurs supprimé toutes les subventions dans ce domaine, ce qui fait un peu monter les prix. Mais aujourd'hui, les tarifs sont très attractifs pour installer de l'éolien et du solaire en particulier. Et les Chinois sont les seuls capables de construire 50 centrales nucléaires en même temps. Donc cette guerre n'a pas d'effet néfaste sur la Chine. Et je pense que, vous savez, certains disent que la Chine soutient l'Iran. Eh bien oui, dans une certaine mesure. Elle le soutient dans la mesure où elle estime que ce que fait l'Iran sert ses propres intérêts, y compris son intérêt à rétablir un ordre mondial. Elle n'a pas pris parti entre les Arabes et les Iraniens, les Perses. Elle reste neutre. Elle répond aussi bien aux Saoudiens qu'aux Iraniens. L'Arabie saoudite aujourd'hui n'a plus d'autre choix que de faire la paix avec l'Iran.
Et c'est ça la signification de la suspension de l'utilisation des bases sur son territoire et des droits de survol accordés aux États-Unis. C'est la même chose pour le Koweït. Autrement dit, c'est un signal, c'est une indication de ce qui vient. Et c'est un développement que les Chinois accueillent favorablement. Ils n'ont jamais cru qu'on pouvait sécuriser les approvisionnements énergétiques du Golfe Persique par des moyens militaires. Ils ont toujours cherché à le faire par la diplomatie. Eh bien, la diplomatie semble maintenant avoir enfin une vraie chance de produire une forme d'architecture de sécurité dans le Golfe Persique, qui convienne à la fois aux pays de la région et à la nôtre à l'étranger. Oui, merci beaucoup, ambassadeur Chas Freeman, d'être avec nous aujourd'hui. C'est comme toujours un vrai plaisir. C'est toujours un plaisir, même si, en tant qu'invité régulier, j'ai parfois l'air d'apprécier toute la souffrance qu'on s'inflige sans vraie raison. On aimerait vraiment se réveiller un matin et voir tout ça derrière nous. Peut-être qu'un jour, ce sera le cas. En attendant, continuez votre excellent travail. Merci. Keep up the good work. Oops. Thank you.